Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens pour enfin vous parler de mon sujet de mémoire, donc petit mémoire qui est juste là. Je vais vous mettre du coup le lien dans la barre d'infos pour tous ceux qui sont curieux et qui ont envie de le lire. L'intitulé de mon mémoire c'était les vidéos YouTube, virgule, un nouveau travail pour les mineurs. Deuxième année, quand j'étais à Bochum, j'avais beaucoup de temps libre, du coup beaucoup de temps pour réfléchir. Je commençais de plus en plus à voir ce phénomène apparaître et à poser en quelque sorte problème. Le phénomène des vidéos sur YouTube où on voit des enfants qui sont là, assis devant leur caméra comme moi, comme je suis en train de faire, faisaient des unboxings pour des jouets ou qui testaient de la nourriture ou qui tout simplement faisaient des défis, des activités et tout était filmé par leurs parents. Les chaînes sont également tenues par leurs parents. Premier point de vue, ça paraît assez innocent. Sauf que c'est vrai que je commençais un petit peu à trouver ça quand même assez louche, dans le sens où c'est quand même des chaînes où il y a énormément de vues. On parle de entre 1 et 3 millions de vues par vidéo, d'une tranche d'âge entre 5 et maxi 13 ans. Tout ce phénomène de fascination qui se développe chez les plus jeunes envers ces jeunes youtubeurs. Il y a des meet-up qui sont organisés, ensuite il y a d'autres projets qui sont également mis en place, des jouets créés par ces enfants, des agendas. Ces vidéos apparaissent de manière quotidienne, c'est-à-dire tous les jours il y a une vidéo qui sort sur ces chaînes-là. C'est vrai qu'il y a tout un travail en arrière-plan qui est très important également, à savoir trouver une idée de vidéo, faire le tournage, faire le montage, la mettre. Mais faire une vidéo, la filmer, c'est épuisant aussi, ce sont des enfants et on part du principe que dans une même journée, les enfants peuvent faire un tournage de plusieurs vidéos, ce qui n'est pas évident non plus. J'avais encore aucune connaissance ni en droit du travail ni en droit pénal à ce moment-là, mais cette idée m'est venue dans ma petite tête à ce moment-là. Arrivée en 3e année de ma licence, j'ai eu mon premier cours de méthodo pour rédiger un mémoire et j'ai tout simplement voilà, proposé mon sujet à ma prof qui faisait ce cours-là. Clairement, c'est une super idée et du coup, j'ai eu un peu le feu vert que j'attendais. J'ai adoré faire des recherches là-dessus, j'ai adoré rédiger ce mémoire parce que tout simplement, premièrement, c'est quelque chose que je connais très bien parce qu'on parle de vidéo YouTube. C'est une activité que je réalise déjà maintenant depuis 8 ans. Il y a eu un reportage sur France 2, il me semble, que je vais vous mettre, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Et ensuite la vidéo Roi des rats qui m'a également interpellée au niveau de ce sujet-là. Ça pose pas mal de problèmes au niveau de l'éthique, de la morale, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment quelque chose de sain, de bon, mettre un enfant aussitôt sur la sphère publique. Ça n'existe pas la séparation entre vie privée et vie publique, ça, y a plus ça, tout est lié, tout est mixé et les gens adorent ça, les gens adorent la télé-réalité, les gens adorent les vlogs, les gens la société veut tout savoir, veut être curieuse, veut être voyeuriste et tout simplement savoir comment ça se passe chez les autres. Par rapport au droit, ça pose forcément également des questions juridiques, à savoir est-ce que ce que les enfants font sur YouTube, est-ce que c'est un travail ou c'est vraiment juste une activité de loisir? En gros, c'était ça ma problématique. Et dans le cas où c'est une activité de travail, qui les engage, qui les emploie? Est-ce que c'est YouTube qui les emploie ou est-ce que c'est leurs propres parents qui les emploient? Et si c'est le cas des parents, est-ce que c'est vraiment de nouveau assez sain? Et est-ce que c'est possible, etc. Enfin bref, tout simplement voir toutes ces problématiques-là. Dans la langue française, quand on entend le mot travail, on pense directement à voilà, une profession, un métier. Tous les jours, quelqu'un se lève pour aller à son travail, pour faire cette activité-là, un certain revenu, pour tout simplement subvenir à ses besoins. En droit, c'est un petit peu plus compliqué forcément parce que être juriste est simple, ça n'aurait tout simplement
aucun sens. On distingue du coup deux types de travail. Donc il y a le travail salarié et le travail qui ne l'est pas. Donc le travail non salarié, c'est, j'ai la petite définition là, c'est celui dont les conditions du travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat définissant avec son donneur d'ordre. Les auto-entrepreneurs, professions libérales, commerçants, associés, ou t'es ton propre boss. Le travail salarié, tu es subordonné à quelqu'un. J'ai essayé de regarder un peu les éléments caractéristiques d'un contrat de travail. Pour qu'il y ait un contrat de travail, il faut qu'il y ait 3 éléments qui soient réunis ensemble. Donc on peut pas les détacher les 3, il faut vraiment que les 3 soient réunis ensemble. Il faut qu'il y ait une activité, une rémunération et un lien de subordination. En général, tout peut être vu comme une activité de travail. Il faut que ce soit une activité qui permet de produire un bien économique, qui permet de satisfaire un besoin du consommateur, qui est disponible et qui est rare. L'élément le plus important en quelque sorte qui permet vraiment de différencier du travail indépendant, c'est le lien de subordination. Et ce petit lien de subordination, il a été assez compliqué au début de vraiment le caractériser parce que tout simplement il n'était pas assez bien défini. Dans un arrêt rendu par la Chambre sociale le 13 novembre 1996, où définit le lien de subordination comme étant un lien qui unit en fait l'employeur à son employé. D'ailleurs, il a un pouvoir de direction, un pouvoir de sanction et un pouvoir de contrôle à l'égard de son employé. Réaliser des vidéos YouTube peut du coup potentiellement être qualifié comme une activité de travail. Il y a un revenu par le biais de la monétisation. Par rapport au lien de subordination, ça m'a permis de vraiment me pencher sur la question de est-ce que c'est YouTube qui emploie ses enfants ou est-ce que c'est les parents. Les enfants ils ont rien demandé et c'est les parents qui sont venus les voir et qui leur ont proposé l'idée avec eux que les enfants ont un lien de subordination parce que c'est eux qui décident quand et quelle vidéo et où la vidéo sera tournée. Peut également donner des instructions, réalise le tournage, donc réalise un véritable contrôle par rapport à comment les enfants se comportent. Les parents sont souvent derrière la caméra, donc commence avec la vidéo, essaye de vraiment faire le fil conducteur. Et au niveau du pouvoir de sanction, vu que c'est une activité qui se passe à la maison et que il n'y a aucun contrôle qui est opéré, on ne sait pas ce qui se passe avant le tournage et après le tournage. Et encore une fois, pendant le tournage, vu que c'est coupé, on sait pas non plus ce qui se passe. Affaire aux États-Unis où il y avait une maman qui, pareil, faisait une chaîne familiale, qui est jugée actuellement pour une affaire où, en gros, elle a séquestré ses enfants pour justement les punir parce qu'ils voulaient pas faire une vidéo. Donc, ok, certes, là c'est l'extrême, mais encore une fois, on sait pas ce qui se passe à la maison, on sait pas ce qui se passe à la maison. Pas parce qu'on est forcément parent d'un enfant qu'on est un bon parent ou qu'on veut vraiment le bien-être de son enfant, et surtout quand il y a des sommes d'argent assez importantes qui peuvent entrer en jeu, ça peut devenir beaucoup plus intéressant. Et encore une fois, genre cette vidéo ou mon sujet de mémoire ou en général, c'est pas du tout pour incriminer les parents de ces enfants qui font ces chaînes YouTube. La manière comment ça a tourné ce phénomène, pour moi c'est tout simplement un véritable business. Ce n'est plus sain, ça dépasse en fait l'activité de loisir, parce que l'activité de loisir déjà ça doit faire plaisir. On gagne pas d'argent avec une activité de loisir à ce que je sache dernièrement. Et puis aussi ça doit pas prendre tout son temps libre. Il faut savoir qu'en France... Oh non... Il faut savoir qu'en France, le travail des enfants est prohibé. L'intérêt supérieur de l'enfant est primordial. Tout simplement protéger les enfants. Mais il y a des dérogations qui existent, à savoir par exemple les enfants mannequins, les enfants artistes, les enfants du spectacle. Les enfants peuvent travailler, mais sous certaines conditions. Tout est vraiment minutieusement contrôlé, surveillé, encadré. Et on peut tout simplement se poser la question, pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas aux vidéos YouTube? Ça s'applique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un véritable contrôle qui est effectué pour vraiment
qu'on vérifie que ça s'applique en fait réellement. Il faut que l'employeur qui veut employer un mineur ait l'autorisation préalable du préfet. Il dépose un dossier avec plein de documents, l'emploi du temps de l'enfant, le revenu, comment le revenu sera ensuite distribué, versé à la caisse des dépôts et consignations qui va du coup immobiliser cette somme jusqu'à la majorité de l'enfant. Il y a aussi un rendez-vous médical qui doit être réalisé pour vraiment garantir que l'enfant est en mesure d'effectuer ce travail, donc déjà physiquement qu'il est sain, et aussi mentalement que ce soit possible pour l'enfant, que ce soit pas trop une charge trop difficile. Le fait de faire des vidéos sur YouTube, ça s'approche énormément de l'activité d'un mannequin, c'est-à-dire que un mannequin, certes, ça pose, ça fait des photos, etc. mais ça fait aussi les publicités. Un mannequin, ça présente également des produits et c'est le cas de ces enfants dans leurs vidéos. Ils présentent également des jouets, des produits, de la nourriture, enfin, ils font également une communication commerciale. Les conditions légales doivent également s'appliquer à mon sujet, c'est-à-dire que les parents, avant de créer leur chaîne, avant de commencer à réaliser des vidéos de leurs enfants, doivent faire toute cette procédure-là, doivent aller voir le préfet, réaliser une demande d'autorisation, donner tout simplement ce dossier avec tout simplement l'emploi du temps, des différents tournages, par rapport à la rémunération, vraiment mettre la somme qui appartient à l'enfant en immobilisation jusqu'à leur majorité, qu'ils vont pas tout percevoir non plus, que leur société ne va pas tout percevoir non plus. Le rendez-vous médical pour vraiment être sûr que l'enfant il est psychologiquement prêt à faire des vidéos sur YouTube, parce que c'est pas si innocent que ça faire des vidéos sur YouTube, parce que c'est vrai qu'on s'affiche quand même publiquement, on est exposé sur la sphère publique, tout le monde peut nous voir, donc des gens bienveillants mais des gens vraiment malveillants peuvent également voir nos vidéos. Pas simple à gérer non plus, surtout dans cet âge-là où à l'école tout le monde essaye de se chercher et les enfants à l'école ne sont pas forcément les plus tendres dans cette période-là. Potentiellement des moqueries qui peuvent apparaître, un harcèlement scolaire, donc t'as une certaine gloire qui te tombe dessus également, t'as des fans, t'as des gens qui t'admirent et c'est vrai que ça peut avoir ce côté cool, mais c'est aussi assez dangereux, surtout pour le bon développement des enfants à mon sens. Peut-être les parents des grandes chaînes sur enfance les respectent et ont fait cette procédure-là, mais le fait qu'il n'y a pas un contrôle qui est derrière, c'est ça qui pose problème et c'est ça qui met en place un vide juridique. Donc les conséquences par rapport à la qualification de ces vidéos YouTube en un travail, c'est que premièrement, on remarque qu'il y a un travail dissimulé. Le reportage que j'avais regardé par rapport à France 2, la maman de deux enfants qui font du coup ces vidéos sur YouTube, a clairement dit que eux, ils ne travaillent pas. Eux, c'est juste un loisir. Eux, c'est juste un passe-temps, c'est juste un hobby. C'est les parents qui font tout le travail. C'est les parents qui, derrière, montent, qui font la communication. Dans mes mémoires, j'ai prouvé qu'il y a les trois éléments qui sont vraiment bien réunis. Donc ouais, on peut pas y échapper. L'employeur risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Il y a un manquement aux devoirs parentaux, c'est-à-dire que les parents, ils ont des devoirs, préserver la santé de son enfant, garantir son éducation, enfin vraiment garantir l'intérêt supérieur de son enfant. Si on réalise des manquements, il y a des sanctions. 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende et le risque de retrait de l'autorité parentale. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un manquement par rapport aux devoirs parentaux, parce que le fait d'exposer son enfant aussitôt sans réaliser toutes ces procédures, parce qu'on part vraiment du principe que ces procédures de envoyer un dossier, vraiment respecter les jours de tournage, l'emploi du temps, parce qu'un enfant ne peut pas tourner tous les jours, c'est juste pas possible. Un enfant doit aussi aller à l'école et un enfant peut travailler juste si sa vie scolaire et sa vie
d'enfants, pas perturber toutes ces questions, toutes ces problématiques, j'ai essayé de les aborder. Je ne sais pas si je les ai bien abordées ou pas, en tout cas ça m'a donné une note de 17 sur 20 et j'en suis très fière. Ce que je peux vous dire pour la fin, c'est qu'en France, il y a l'association Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, donc Open, qui a saisi le Conseil national de la protection de l'enfant et aussi les procureurs de Lyon et de Bobigny pour que justement ils commencent un peu à se pencher sur ce sujet-là. YouTube a mis en place des mesures de restriction au niveau de la monétisation des vidéos réalisées par des enfants, ce qui peut tout simplement maintenant nous faire réfléchir à l'avenir de ces chaînes-là. Est-ce que ces chaînes-là vont toujours rester populaires? Est-ce qu'il y a toujours un avenir pour ces chaînes-là? Parce que bon, si ces chaînes vont gagner moins d'argent qu'avant, peut-être la motivation ne sera plus là. Je ne sais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pu vous éclairer un peu plus sur mon sujet, sur mon choix et comment j'ai fait tout ça. Encore une fois, je ne suis que en licence, donc j'ai pu peut-être faire des erreurs. J'aurais pu peut-être m'attarder un peu plus sur un point que sur l'autre, mais il faut savoir que j'avais un maximum de pages à écrire, un minimum et un maximum de pages à écrire qui était de 25 pages, que j'ai clairement dépassé et que je ne pouvais pas dépasser encore plus. Il y a une vidéo sur YouTube qui m'a énormément aidée pour ce sujet. Donc c'est la chaîne 911 Avocats qui a fait une vidéo les enfants sur YouTube que je vais vous mettre dans le petit i et également dans la barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une agréable journée. J'espère que vos rattrapages se sont bien passés ou vos examens si vous venez tout juste de finir avec vos examens. Et juste maintenant, kiffer, c'est les vacances. Il faut tout simplement se lâcher et profiter de ce temps libre avant de recommencer en septembre. Mais on ne peut pas y penser maintenant. Ayez confiance en vous, c'est très important et je vous dis qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!